pour ajouter au ridicule qu'elle est élève de Chopin. Et donc ça fait ricaner probablement dans les salons, et ça fait rire Marcel Proust et son ami. Progressivement, que va-t-il se passer? Eh bien, tout d'un coup, va venir un certain Claude Debussy qui va dire « Mais Chopin est génial. Et s'il n'y avait pas eu Chopin, moi-même, je ne serais pas là. » Et tout d'un coup, Marcel Proust, qui vomit Chopin et qui écoute, tremblant, Péléas et Mélisande avec cette fameuse invention qui écoute au téléphone en direct de la salle Favart, avec ce parlophone, et bien tout d'un coup, il est saisi, parce qu'il se rend compte qu'il s'est trompé. C'est une erreur tragique. Donc il réécoute Chopin à l'aune du regard de Debussy, et c'est à ce moment-là, et au plus loin, dans la recherche, Madame de Cambremer est réhabilitée tout d'un coup, parce que sa bru, qui est un peu sèche, et qui est une legrandin, qui est un peu sèche et un peu sotte, eh bien, dit qu'elle n'aime pas Chopin, et Madame de Cambremer lui cloue le bec en lui disant que justement, comme disait Goethe à propos de la flûte enchantée, il faut plus de savoir pour reconnaître la valeur que pour lui en dénier. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec Chopin, et justement, Madame de Cambremer rive son clou à sa bru en lui disant que Debussy, qu'elle adore, eh bien, voue une passion pour Chopin. Et c'est extraordinaire parce qu'il donne à ses personnages des choses qu'il a ressenties lui-même. C'est ça le glissement vers la fiction et le glissement vers les grandes lois immuables de Goethe. Parce que tous, on a été comme ça. Tous, on a dit des sottises, et on s'est rendu compte qu'on avait dit des sottises. Et puis, voilà, parce que sinon, si on n'en disait pas, on ne pourrait pas dire de temps en temps des choses intelligentes. Pour parler de Madame de Cambremer, si je ne me trompe pas, oui, mais 2 secondes. Si je ne me trompe pas, c'est Oriane de Guermantes qui fait de l'humour, mais en pensant Madame de Cambremer. Eh oui, c'est beaucoup plus dur que Madame de Cambremer. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, eh ben non, pour finir, moi je vais vous parler de ma dernière petite Madeleine. Ça vous... Alors, ma Madeleine, c'était un pudding à l'époque, mais ma dernière Madeleine qui a changé grâce à Paul Constant, c'était un jour où on était dans une très jolie salle à manger, une très jolie rue d'Aix-en-Provence, mais tu y étais. Et on a vu une charmante hôtesse, un charmant hôte, et quand tout d'un coup est arrivé de la cuisine, un fumet merveilleux, dit Marcel Proust, mais c'était pas de la Madeleine, c'était des sardines. C'était un déjeuner où on était Paul, toi, Auguste et moi. Donc résultat des courses, quand je mange des sardines maintenant, ça passe complètement dans cette chose-là, et c'est ma nouvelle Madeleine. Voilà. Et je voulais juste alors te parler d'un peu grâce à toi, eh bien, je vais peut-être lire Georges Sand, parce que je ne m'étais jamais aperçu que c'était une Bergerac. C'est bon, tu peux parler peut-être de la Folie Passerelle. C'est difficile de parler de soi après, de dire un gros mot, mais c'est une manière de parler de Lily Pastré, parce qu'elle est marseillaise. C'est grâce à elle qu'est né le festival d'Aix-en-Provence. Et vous savez, il y a des moments de grâce comme ça dans la vie. C'est Charles Dancy qui m'a dit « Ah, vous
vous retournez à Marseille, pourquoi ne pas écrire sur Lily Pastré? Et tout d'un coup, je me suis dit, mais oui, alors j'ai eu beaucoup de difficultés, et d'ailleurs j'avais donné mon texte à Paul. Alors c'était mes 75 feuillets, ça n'existait pas, si je peux me permettre cette comparaison, avant que l'œuvre existe, et parce que elle n'existait pas. Comme, je ne sais pas si vous avez vu le film Portrait de la jeune fille en feu, il y a une phrase qui est extraordinaire, bon, il y a des longueurs dans le film qui est très bien, mais il y a une chose, quand la peintre qui vient dessiner la jeune fille sur son île, qui ne veut pas être peinte, etc., donc elle la dessine sans lui montrer qu'elle la dessine, elle dessine à la lueur de la bougie, elle regarde bien son visage, hein, et le jour où elle va partir de l'île, elle lui avoue qu'elle a fait un tableau d'elle, et donc elle lui montre, et donc l'autre elle est curieuse, au lieu de... Elle s'attend à ce qu'elle crie, à ce qu'elle hurle, j'avais demandé à ce qu'on ne me peigne pas, etc. L'autre est... Il s'est passé quelque chose d'important entre elles, donc elle est curieuse de voir comment elle l'a dépeinte. C'est plus un peintre officiel, c'est quelqu'un qui la connaît, avec laquelle elle a eu un moment important de vie, donc tout change. Donc elle est curieuse de voir comment elle la voit. Elle lui montre, et le tableau effectivement est assez banal, impersonnel, et elle lui dit cette chose admirable, qui est vraiment un des mantras de l'art. Elle lui dit cette chose très intelligente, que ça ne me ressemble pas, au fond ce n'est pas très important, mais que ça ne vous ressemble pas, c'est dommage. Et c'est terrible parce que justement c'est ça l'œuvre, c'est quand on met tout de soi, et pour revenir à Marcel Proust, il met tout de lui, peu importe si Madame de Villeparisis ou Madame de Verdurin était la comtesse Greffule ou ceci, cela. Et peu importe que je n'ai pas connu Lily Pastré et que je me sois trompé, je dis que sa robe est jaune ou que sa voiture est rose alors qu'elle est noire à pois blanc. L'important est que je lui ai donné ma chair et que j'ai trouvé surtout sa chair. Et elle avait... Et parlant de chair, elle en imposait. Mais ce qui est extraordinaire chez ce personnage, qui est une aristocrate excentrique, comme le sont toutes les aristocrates, a tout donné pour la musique. Elle a été immensément riche, elle a tout donné pour la musique, tout donné pour ses amis, et c'est elle. Alors après, il y a eu vous savez, c'est comme le Golgotha, on ne sait plus vraiment où c'est, et puis après on raconte, il y a les évangiles qui sont après, et il y a, on a beaucoup raconté sur comment était né le festival d'Aix-en-Provence, mais c'est Lily Pastré qui a voulu que ce soit Aix-en-Provence. C'est elle qui est allée chercher Gabriel Dusurgé, qui l'a fait venir parce qu'elle pensait que ce serait le plus à même, avec son talent, sa finesse, son goût et son carnet d'adresse, de monter ce festival. Et elle a laissé vivre l'œuvre, et elle n'a pas été comme un parent qui voulait garder à tout prix son enfant et faire qu'il lui ressemble. Elle l'a lâché. C'est en ça aussi le génie de Lily Pastré, et qu'elle a fait naître ce festival, et ce festival a grandi. Quand il ne lui a plus ressemblé, elle est partie, elle est repartie sur son rocher marseillais, elle l'a laissé vivre, elle revenait en retard, maquillée jusqu'aux narines, habillée n'importe comment, l'air de sortir d'une poubelle, mais elle était là, toujours. Jamais elle n'a essayé de rappeler que grâce à elle, sans elle, il n'y aurait pas de festival d'Aix-en-Provence, mais il est vrai que sans elle, il n'y aurait pas eu de festival d'Aix-en-Provence. Donc c'est tout cela que j'ai essayé de dire dans cette folie Pastré. Voilà. Merci.